Ma voisine a posté « Se réveiller au paradis » sur les réseaux sociaux. J'ai reconnu les rideaux, ils provenaient de notre chambre à coucher. J'ai commenté « Belle vue », dit bonjour à mon mari. Je suis Juliana, 35 ans, agent immobilier à succès à Denver, avec ce que je pensais être un mariage parfait de 8 ans avec Ryan. Nous avons construit ensemble notre belle maison de banlieue, travaillé dur pour tout ce que nous avions. Mais dernièrement, ces nuits tardives au bureau devenaient plus fréquentes, et quelque chose me semblait étrange. Je n'aurais jamais imaginé qu'en parcourant les réseaux sociaux un matin, la vie que je pensais que nous avions construite ensemble serait complètement brisée. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vécues comme la mienne. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment j'ai découvert la trahison de mon mari avec notre voisine, juste sous mon propre toit. J'ai grandi dans une famille ouvrière à Colorado Springs, fille d'un enseignant et d'un mécanicien. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris la valeur du travail acharné et de la détermination. Mes parents ont tout sacrifié pour me payer mes études universitaires, et je me suis promis de faire quelque chose de ma vie pour honorer leurs efforts. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis lancé dans une carrière dans l'immobilier, déterminé à réussir dans un marché concurrentiel. À 25 ans, je m'étais établi comme un agent prometteur avec un don pour trouver aux gens la maison de leurs rêves. J'adorais aider les autres à trouver l'endroit parfait pour construire leur vie, bien que ma propre vie personnelle soit passée au second plan de mes ambitions professionnelles. Les rencontres n'étaient pas une priorité. J'avais vu trop de mes amis se contenter de relations médiocres juste pour éviter d'être seul. Je voulais quelque chose de vrai ou rien du tout. Puis est venue la vente aux enchères caritatives pour un hôpital pour enfants local, où mon agence avait fait un don. J'y représentais notre cabinet, échangeant avec des clients potentiels, quand Ryan m'a approché. Avec des cheveux sombres et le sourire le plus sincère que j'ai jamais vu, il s'est présenté comme un avocat d'affaires qui venait de devenir associé dans son cabinet. Il y a eu une alchimie immédiate entre nous, du genre de celle que l'on lit dans les livres mais que l'on vit rarement dans la vraie vie. Vous êtes la seule personne dans cette pièce qui n'a pas l'air de s'ennuyer à mourir, a-t-il dit en me tendant une coupe de champagne. Peut-être que je suis juste meilleur pour le cacher, ai-je répondu, ce qui l'a fait rire. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, manquant la plupart de la vente aux enchères. Ryan n'était pas comme les autres hommes que j'avais fréquentés. Il n'y avait pas de faux semblants, pas de jeu. Il était direct, intelligent et semblait sincèrement intéressé par mes pensées et mes ambitions. À la fin de la soirée, je savais que c'était différent. Notre relation a été un tourbillon. Malgré nos emplois du temps chargés, nous prenions du temps l'un pour l'autre. Des week-ends à la montagne, des déjeuners surprises, de longues conversations sur nos rêves et nos peurs. Ryan soutenait mes ambitions de carrière sans se sentir menacé. Il célébrait mes succès et me réconfortait dans mes déceptions. Après 2 ans de relation, il m'a demandé en mariage lors d'une randonnée au coucher du soleil dans les Rocheuses, me présentant une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. « Je veux construire une vie avec toi, Juliana », a-t-il dit en s'agenouillant devant moi. Un partenariat où nous pourrons tous les deux grandir et nous épanouir. Le mariage a été tout ce dont j'avais rêvé. Pas trop grand, juste des amis proches et la famille célébrant notre amour dans un lieu rustique en montagne. Nous avons passé notre lune de miel en Grèce, passant des journées paresseuses à explorer des ruines antiques et des soirées à regarder le coucher de soleil sur la Méditerranée. La vie semblait parfaite, comme si tout s'était mis en place exactement comme il le fallait. Pendant les premières années de notre mariage, nous avons vécu dans un confortable appartement en centre-ville, économisant pour la maison de nos rêves. Nous travaillions tous les deux de longues heures, construisant nos carrières et notre compte d'épargne. Il y a eu des défis, bien sûr, des désaccords sur les finances, des frustrations lorsque le travail interférait avec nos plans, l'apprentissage du compromis. Mais nous les avons surmontés ensemble, revenant toujours au fondement de respect et d'amour que nous avions établi. Il y a 3 ans, après des heures de recherche et des dizaines de visites, nous l'avons trouvé. Une belle maison de style colonial dans l'un des quartiers les plus prisés de Denver. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était là que nous étions censés être. 4 chambres pour la famille que nous prévoyions de fonder bientôt, une cuisine spacieuse pour recevoir, un jardin parfait pour les barbecues d'été. Le prix était élevé, mais avec nos 2 revenus, nous pouvions nous le permettre. C'est ça, Jules, a dit Ryan en me serrant la main alors que nous nous tenions dans ce qui allait devenir notre salon. C'est notre maison pour toujours. Le quartier a dépassé nos attentes.
des rues bordées d'arbres, d'excellentes écoles et des voisins qui sont rapidement devenus des amis. Des fêtes de quartier en été et des célébrations de vacances en hiver. Nous avions l'impression d'avoir trouvé notre communauté, l'endroit où nous appartenions. C'est à ce moment-là qu'Amanda a emménagé à côté, environ un an après notre installation. Récemment divorcée et recommençant à zéro, a-t-elle expliqué lors de la première réunion de quartier à laquelle elle a assisté. Elle était magnifique, grande et blonde, avec une confiance naturelle qui attirait les gens. J'ai tout de suite aimé sa franchise et son humour pince sans rire. Le divorce s'est fait à l'amiable, m'a-t-elle dit autour d'un verre de vin sur notre îlot de cuisine après que je l'ai invitée pour lui souhaiter la bienvenue dans le quartier. Nous voulions juste des choses différentes. Il voulait que je sois une femme de cadre qui se concentre sur les déjeuners de charité, et je voulais ma propre carrière. En tant que cadre marketing à succès qui avait déménagé à Denver pour un nouveau départ, Amanda et moi nous sommes liés par le fait d'être des femmes carriéristes dans un monde qui remettait encore parfois en question nos choix. Elle a rejoint mon club de lecture et nous nous sommes découverts une passion commune pour le jardinage. Elle m'a donné des conseils pour cultiver les tomates parfaites et je l'ai aidée à naviguer dans la scène sociale locale. Ryan était également amical avec Amanda, de la manière décontractée des voisins. Ils discutaient lors des événements communautaires, échangeaient des banalités en se croisant pour prendre le courrier. Rien qui n'ait jamais soulevé de drapeau rouge, juste des interactions normales entre voisins. Notre vie semblait parfaite. Mon entreprise immobilière prospérait, avec des recommandations de clients satisfaits. Ryan était en bonne voie pour un poste d'associé principal dans son cabinet d'avocat. Nous voyagions quand nous le pouvions, recevions des amis dans notre belle maison et continuions à construire ce que je pensais être une base inébranlable pour notre avenir. Mais en y repensant maintenant, je peux voir les petites fissures qui se formaient déjà à l'époque. Les heures de travail de Ryan ont progressivement augmenté. Le cabinet gérait une fusion d'entreprises majeures, a-t-il expliqué, nécessitant la mobilisation de tous. Les soirées en amoureux ont été reportées, puis complètement oubliées. Quand il était à la maison, il semblait distrait, vérifiant constamment son téléphone. L'intimité qui avait toujours été une pierre angulaire de notre relation a commencé à décliner. Je me suis dit que c'était normal, juste une phase que tous les mariages traversent. La période de lune de miel ne dure pas éternellement. Nous construisions tous les deux nos carrières et parfois cela exigeait des sacrifices. Une fois la fusion terminée, les choses reviendraient à la normale. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Il y a environ 6 mois, j'ai commencé à remarquer des changements subtils chez Ryan. Rien de dramatique au début. Juste de petits changements qui, isolément, ne signifiaient peut-être rien, mais qui, ensemble, formaient un schéma que je ne pouvais pas tout à fait ignorer. Cela a commencé par un nouveau parfum. Ryan avait porté le même parfum depuis que je l'avais rencontré. Une fragrance propre et boisée que je lui avais offerte pour son anniversaire au début de notre relation. Un matin, alors qu'il se penchait pour m'embrasser au revoir, j'ai senti une odeur différente. Plus épicée, plus chère. Nouveau parfum, ai-je demandé nonchalamment. J'essaie juste quelque chose de différent, a-t-il répondu, sans me regarder dans les yeux. Le vendeur du grand magasin me l'a recommandé. À peu près à la même époque, Ryan s'est soudainement intéressé à nouveau au fitness. Il avait toujours été en bonne forme, mais son emploi du temps chargé avait rendu ses visites à la salle de sport sporadiques au mieux. Maintenant, il partait aux 3 matins par semaine pour des séances avec un entraîneur personnel. Son corps changeait, devenait plus défini. En soi, c'était un changement positif. Mais combiné aux autres changements de son comportement, cela soulevait des questions. Puis il y a eu les messages textes. Ryan avait toujours été attaché à son téléphone, une nécessité dans sa profession. Mais maintenant, il le gardait jalousement. Il était toujours face contre table, et il l'emportait partout avec lui, même aux toilettes. Plusieurs fois, je l'ai remarqué verrouillant rapidement l'écran quand j'entrais dans la pièce. Le travail ne s'arrête jamais, disait-il avec un sourire étrange quand je demandais qui textait si tard le soir. Les nuits tardives au bureau sont devenues plus fréquentes. La fusion d'entreprises qui avait été si prenante pendant des mois était enfin terminée, mais les horaires de Ryan ne se sont pas améliorés. En fait, ils ont empiré. Les dîners étaient annulés à la dernière minute à cause d'urgences clients. Les week-ends étaient interrompus par des appels urgents qui l'obligeaient à se rendre au bureau. Un vendredi soir particulièrement solitaire, après que Ryan ait texté qu'il travaillerait encore tard, j'ai décidé de le surprendre avec un dîner de son restaurant italien préféré.
J'ai conduit jusqu'au centre-ville, j'ai récupéré la nourriture et je me suis dirigé vers son immeuble de bureau. Le gardien de sécurité me connaissait et m'a laissé passer sans question. Mais quand je suis arrivé à l'étage de Ryan, le bureau était sombre. Seuls quelques jeunes collaborateurs étaient encore à leur bureau, et aucun d'eux n'avait vu Ryan depuis des heures. Je crois qu'il a mentionné une réunion avec un client à l'extérieur, a proposé un jeune avocat, l'air mal à l'aise. Je suis rentré à la maison, la nourriture refroidissant à côté de moi, un nœud se formant dans mon estomac. Quand Ryan est finalement rentré vers minuit, j'ai demandé où il avait été. Au bureau, comme je te l'ai dit, a-t-il dit, l'irritation perçant dans sa voix. Nous nous sommes déplacés dans la salle de conférence au 10e étage pour étaler les documents. C'était plausible. Mais quelque chose dans son ton, la façon dont ses yeux ont évité les miens, a planté la première véritable graine de doute. Les appels téléphoniques sont devenus un autre signal d'alarme. Ryan sortait sur le patio pour prendre certains appels, sa voix trop basse pour que je l'entende. Si je sortais par hasard, il mettait rapidement fin à la conversation ou passait à des sujets de travail évidents. Juste un cas sensible, expliquait-il. La confidentialité est cruciale. Pendant ce temps, Amanda était devenue une figure de plus en plus présente dans nos vies. Elle passait régulièrement, souvent avec de petits cadeaux ou de la nourriture qu'elle avait préparée. Je cuisine toujours trop pour une seule personne, disait-elle en tendant une casserole ou des biscuits fraîchement cuits. Elle a proposé de récupérer notre courrier lorsque nous sommes partis pour un week-end. Elle semblait connaître l'emploi du temps de Ryan, mentionnant ses réunions tardives d'une manière qui suggérait qu'ils avaient discuté de son travail. J'ai vu tes lumières allumées quand je suis rentré à minuit, m'a-t-elle dit une fois. Ryan doit travailler si dur sur ce gros dossier qu'il a mentionné. Mais lui avait-il mentionné un gros dossier? Quand avait-il eu cette conversation? Confuse et de plus en plus anxieuse, je me suis confié à ma sœur cadette, Lorraine, lors de notre déjeuner mensuel. Je ne sais pas si je suis paranoïaque, lui ai-je dit en remuant ma soupe intacte. Mais quelque chose ne va pas avec Ryan. Les nuits tardives, le secret avec son téléphone, la façon dont il devient défensif quand je pose des questions simples. Lorraine, toujours pragmatique, a haussé les épaules. Jules, c'est un avocat d'affaires en passe de devenir associé. Bien sûr qu'il fait des heures folles. Et tout le monde protège son téléphone de nos jours. Ça ne veut pas dire qu'il cache quelque chose. Mais qu'en est-il de la nuit où son bureau était sombre alors qu'il disait y travailler? Salle de conférence à un autre étage, comme il l'a dit. Ou peut-être qu'il est sorti prendre un café. Tu crées des problèmes là où il n'y en a pas, étais-je en train de le faire? Ryan me donnait certainement cette impression chaque fois que j'exprimais des inquiétudes. Il avait une explication pour tout, et elles étaient toutes raisonnables en surface. La boucle d'oreille que j'ai trouvée dans sa voiture appartenait à une cliente qui l'avait raccompagnée après une réunion lorsque son Uber avait été annulé. Les frais de restaurant les soirs où il était censé travailler tard étaient des dîners d'affaires qu'il avait oublié de mentionner. Les nouveaux mots de passe sur son ordinateur portable et son téléphone étaient des mesures de sécurité que le cabinet avait mises en place après une violation de données. Chaque fois que je soulevais mes inquiétudes, Ryan me faisait sentir irrationnel, paranoïaque, voire contrôlante. « Tu ne me fais pas confiance ?» demandait-il, sa voix remplie de douleur. Après tout ce que nous avons construit ensemble. Et je voulais lui faire confiance. Je voulais croire que mes craintes étaient infondées, que notre mariage était aussi solide que je l'avais toujours pensé. Alors j'ai refoulé mes instincts. J'ai ignoré les signes avant-coureurs. Je me suis convaincu que le problème n'était pas le comportement de Ryan, mais mon interprétation de celui-ci. J'ai décidé de me concentrer sur le renforcement de notre relation au lieu de la remettre en question. J'ai fait plus d'efforts à la maison, planifiant des dîners spéciaux et des soirées en amoureux. J'ai arrêté de poser des questions sur les nuits tardives et les textos mystérieux. Je me suis dit que ce n'était qu'une mauvaise passe, que tous les mariages en ont, et que nous la surmonterions ensemble. En y repensant maintenant, je réalise que je me manipulais psychologiquement moi-même, faisant le travail de Ryan pour lui. Tous les signes étaient là, mais j'ai refusé de les lire correctement. Je me battais pour préserver un mariage qui, en réalité, avait déjà commencé à s'effondrer sous mes pieds. Au fil des semaines, les preuves continuaient de s'accumuler, bien que j'essaie encore désespérément de les ignorer. Le Ryan que je connaissais, ou que je pensais connaître, ne me trahirait pas. Nous avions trop construit ensemble, avions trop à perdre. La distance entre nous grandissait en même temps que ma collection d'incohérences inexpliquées et de coïncidences étranges.
Au début du printemps, Ryan a annoncé qu'il devait assister à une conférence de 3 jours à Chicago. Ces voyages d'affaires n'étaient pas inhabituels, bien qu'ils soient devenus plus fréquents au cours de l'année écoulée. J'ai proposé de l'accompagner, pensant que nous pourrions prolonger le séjour en mini-vacances après la fin de ses obligations professionnelles. Ça ne marchera pas cette fois, a-t-il dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. Le programme est chargé et je serai probablement en train de réseauter le soir. Tu t'ennuierais assise dans la chambre d'hôtel. J'ai accepté son explication sans discuter, déterminé à être l'épouse compréhensive et solidaire. Le lendemain du départ de Ryan, j'ai croisé Amanda en train de prendre son courrier. Tu dois profiter d'un peu de temps seul, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je pars moi-même demain, de petites vacances personnelles que j'attendais avec impatience. Un endroit sympa? Ai-je demandé, engageant une conversation polie tout en essayant d'ignorer le sentiment de malaise que son annonce a déclenché. Chicago, a-t-elle répondu, observant attentivement mon visage. J'ai une amie là-bas que je n'ai pas vue depuis des lustres. La coïncidence était trop parfaite, mais j'ai repoussé cette pensée. Chicago est une grande ville. Des milliers de personnes s'y rendent chaque jour. Cela ne signifiait rien. Je me suis convaincu de cela, même en remarquant les nouvelles valises coûteuses d'Amanda et la manière soignée dont elle avait coiffé ses cheveux, si différente de son apparence décontractée habituelle. Une semaine après le retour de leur voyage supposément séparé, je nettoyais la voiture de Ryan avant une visite de client quand je l'ai trouvée, une petite boucle d'oreille en perles coincée entre le siège passager et la console centrale. Pas du tout mon style, et certainement pas la mienne. Confronté, Ryan a eu une explication immédiate. Une des jeunes collaboratrices avait besoin que je la dépose au tribunal hier. Ça doit être la sienne. Je la rendrai au bureau demain. J'ai hoché la tête et lui ai tendu la boucle d'oreille, notant avec quelle rapidité il avait une réponse, comment il n'avait même pas eu besoin de réfléchir à qui elle pouvait appartenir. Plus tard, j'ai réalisé que je ne l'avais jamais entendu mentionner avoir déposé quelqu'un au tribunal, et pourquoi une femme professionnelle porterait-elle des boucles d'oreilles en perles au tribunal, mais ne remarquerait pas quand l'une d'elles tombe? Puis sont venus les relevés de cartes de crédit. Ryan et moi avions des cartes de crédit séparées pour les dépenses personnelles, tout en partageant des comptes pour les frais du ménage. Habituellement, je prêtais peu d'attention à son relevé lorsqu'il arrivait, respectant son indépendance financière. Mais quand la facture d'avril est arrivée alors qu'il était sous la douche, la curiosité l'a emporté. Il y avait des frais de restaurant les soirs où il m'avait dit travailler tard au bureau. Une charge chez un fleuriste la veille de son voyage à Chicago. Un achat important dans une bijouterie haut de gamme dont je ne savais rien. Quand j'ai mentionné nonchalamment les frais de restaurant, Ryan n'a pas sourcillé. Des dîners d'affaires, a-t-il dit. Le cabinet essaie de décrocher un nouveau compte d'entreprise, alors nous avons courtisé leurs dirigeants. Et tu n'as pas jugé bon de mentionner ces dîners quand je t'ai demandé comment s'était passée ta journée? Son visage s'est assombri. Je ne savais pas que je devais te rendre compte de chaque minute. Ces réunions étaient ennuyeuses et techniques, à peine dignes d'être discutées. L'irritabilité de Ryan était devenue un autre signal d'alarme. L'homme qui avait autrefois été patient et gentil s'emportait de plus en plus contre moi pour des problèmes mineurs. Une télécommande égarée, une question sur son emploi du temps, une suggestion pour les plans du week-end. Il critiquait des choses qu'il avait autrefois aimées chez moi. Mon enthousiasme pour mon travail, ma relation proche avec ma sœur, même ma façon de rire. Dois-tu être si bruyante? A-t-il demandé un soir alors que j'étais au téléphone avec Lorraine. Je t'entends de l'autre côté de la maison. Pendant ce temps, le comportement d'Amanda envers moi a subtilement changé. La cordialité chaleureuse s'est refroidie pour devenir quelque chose de plus réservé, presque apitoyé. Elle apportait encore des repas occasionnels ou des boutures de jardin, mais nos conversations sont devenues brèves et superficielles. Elle ne participait plus aux réunions du club de lecture, prétextant des engagements professionnels. Un après-midi, j'ai surpris 2 voisines parlant à voix basse lors d'un événement au jardin communautaire. Toujours chez elle quand Juliana est au travail, a murmuré l'une. Mon bureau à domicile fait face à leur rue et je vois sa voiture là-bas au moins 2 fois par semaine. Elles se sont tues quand elles m'ont remarqué approcher. Leurs expressions coupables m'ont dit exactement de qui elles discutaient. Pourtant, j'ai souri et j'ai rejoint leur conversation comme si je n'avais rien entendu, comme si mon cœur ne battait pas la chamade avec une nouvelle suspicion. Ce soir-là, j'ai essayé une fois de plus de renouer avec Ryan,
préparant son plat préféré et ouvrant une bouteille de vin que nous gardions pour une occasion spéciale. « C'est pourquoi tout ça ?» a-t-il demandé, l'air mal à l'aise plutôt que satisfait. « Aucune raison. Tu me manquais juste. Nous n'avons pas eu de vrai dîner ensemble depuis des semaines. » Il a fait un effort ce soir-là, me demandant comment s'était passée ma journée et partageant des histoires amusantes sur ses collègues. Pendant quelques heures, j'ai eu l'impression que nous étions de nouveau nous. Mais quand son téléphone a vibré avec un texto pendant le dessert, le charme s'est rompu. Il l'a regardé, son expression changeant subtilement. « Le travail ?» ai-je demandé. « Oui, juste une question rapide sur la déposition de demain. » Il a rangé le téléphone, mais le moment était perdu. La distance est revenue, plus grande qu'avant. Dans un dernier effort pour sauver notre lien, j'ai suggéré une escapade d'un week-end dans une station de montagne que nous avions visitée pendant notre première année de mariage. À ma grande surprise, Ryan a accepté, prenant même l'initiative de faire les réservations. Pour la première fois depuis des mois, un espoir a vacillé, peut-être que ce qui n'allait pas pouvait être réparé. Le week-end a commencé de manière prometteuse. Nous avons fait de la randonnée, profité de massages au spa de la station et avons eu un dîner romantique. Mais Ryan est resté distant, vérifiant fréquemment son téléphone et s'éloignant pour des appels qu'il prétendait être liés au travail. Lors de notre dernière nuit, alors que nous étions assis sur notre balcon privé à regarder le coucher de soleil, j'ai finalement rassemblé le courage de demander directement, « Ryan, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas, quelque chose qui ne va pas entre nous et que nous devons aborder ?» Il s'est raidi et a forcé un sourire. « Tout va bien, Jules. Le travail est stressant en ce moment, c'est tout. Ne crée pas de problème qui n'existe pas, voilà encore. » L'insinuation que mes préoccupations étaient imaginaires, que j'étais le problème. J'ai laissé tomber, ne voulant pas gâcher ce qui restait de notre week-end. Mais en le regardant dormir cette nuit-là, son visage détendu et paraissant plus jeune au repos, je me suis demandé si je connaissais encore l'homme à côté de moi. De retour à la maison, je me suis plongé dans le travail, programmant des visites et des portes ouvertes qui m'ont tenu occupé de l'aube au crépuscule. Le soir, j'assistais à des séances de thérapie. Je n'ai pas parlé à Ryan de ma discussion sur notre mariage en termes vagues, mais je n'ai jamais exprimé mes véritables soupçons. Le thérapeute a encouragé la communication et a suggéré une thérapie de couple, des conseils qui semblaient creux, étant donné ce que je craignais qu'il se passe. Pour notre 8e anniversaire de mariage, Ryan a envoyé un énorme arrangement floral à mon bureau, des roses du même rose poudré que mon bouquet de mariée. La carte disait, 8 ans à construire une belle vie ensemble. Tout mon amour, le geste m'a profondément touché, ravivant l'espoir que je me trompais peut-être sur tout. Ce soir-là, nous avions des réservations au restaurant chic où nous avions célébré nos fiançailles. Ryan est arrivé en retard, s'excusant profusément et blâmant une urgence client. Tout au long du dîner, son attention était constamment attirée par son téléphone, qui vibrait à plusieurs reprises avec des notifications de texto. « Je suis désolé, Jules », a-t-il dit en le vérifiant encore une fois. La fusion Wilson est à un stade critique. Je dois rester au courant des développements. Mais quand il s'est excusé pour prendre un appel et que j'ai aperçu l'écran alors qu'il s'éloignait, le nom affiché n'était pas celui d'un collègue ou d'un client. C'était celui d'Amanda, accompagné d'un emoji cœur à côté de son nom dans ses contacts. Cette nuit-là, alors que Ryan dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond, déchiré entre le confronter et continuer à prétendre que tout était normal. J'ai choisi la dernière option, m'accrochant toujours désespérément à la croyance qu'il devait y avoir une explication, que la vie que nous avions construite ne pouvait pas être basée sur des mensonges. Rétrospectivement, je réalise que j'étais volontairement aveugle, construisant des justifications élaborées pour un comportement qui n'avait qu'une seule explication logique. Je ne préservais pas mon mariage, je prolongeais mon propre chagrin d'amour. La vérité était là depuis le début, attendant que je la reconnaisse enfin. Les dimanches matins avaient toujours été ma partie préférée de la semaine. Ryan et moi avions l'habitude de traîner au lit, parlant de tout et de rien, planifiant notre journée, notre avenir. À mesure que notre mariage se détériorait, ce rituel avait disparu, Ryan partant souvent tôt pour des petits déjeuners d'affaires ou du tennis avec des collègues. Ce dimanche particulier, je me suis réveillé seul à nouveau, la maison silencieuse et vide. Après avoir fait du café, je me suis installé sur notre canapé du salon avec mon téléphone, parcourant sans but les réseaux sociaux en essayant d'ignorer le vide dans ma poitrine. C'est là que je l'ai vu, un post d'Amanda qui avait été mis en ligne 30 minutes plus tôt.
La photo montrait un lit défait avec des draps blancs, la lumière du matin filtrant à travers des rideaux partiellement ouverts. Amanda n'était pas dans le cadre, mais la nature intime de l'image était claire. La légende disait, se réveiller au paradis. Les dimanches matins sont les meilleurs quand on est avec quelqu'un de spécial. Au début, j'ai à peine enregistré ce que je voyais. Juste une autre vantardise de voisine sur les réseaux sociaux. Mais quelque chose dans l'image a attiré mon attention, exigeant un examen plus attentif. Les rideaux en arrière-plan, je connaissais ces rideaux. Le motif distinctif de tourbillon bleu et argenté, la garniture unique que j'avais mis tant de temps à choisir. Ce n'était pas n'importe quel rideau. C'étaient les rideaux sur mesure que j'avais spécialement commandés pour notre chambre principale lorsque nous avons emménagé. La prise de conscience m'a frappé avec une force physique, comme un coup de poing à l'estomac qui m'a laissé à bout de souffle. J'ai zoomé sur la photo, cherchant désespérément un détail qui me prouverait que j'avais tort. Mais plus je regardais, plus je trouvais de confirmation. Le bord de la table de chevet visible dans le coin, celle que Ryan avait héritée de son grand-père. Un aperçu de la base de lampe unique que nous avions achetée lors de notre voyage à Santa Fe. Et là, partiellement visible sur la table de chevet, se trouvait la montre distinctive de Ryan, celle que je lui avais offerte pour son 35e anniversaire. Ce n'était pas une chambre au hasard qui se trouvait avoir des rideaux similaires. C'était ma chambre, mon lit. Amanda était dans ma maison, dans mon lit, avec mon mari. La pièce semblait tourner autour de moi alors que les implications s'imposaient. J'ai vérifié l'application de notre système de sécurité domestique sur mon téléphone, qui enregistrait les heures d'entrée et de sortie. Ryan était rentré à 2 heures du matin, selon le journal. Vraisemblablement après un événement de travail tardif. Il était reparti à 7 heures pour ce qu'il prétendait être une partie de golf matinale avec des clients. Mais il n'était pas allé jouer au golf. Il avait attendu que je m'endorme, puis avait invité Amanda. Dans notre maison. Dans notre lit. Les mains tremblantes, j'ai fait des captures d'écran du poste d'Amanda, sauvegardant les preuves avant qu'elle ne puisse le supprimer. Puis, agissant par instinct plutôt que par un plan clair, je suis monté dans notre chambre. Le lit avait été fait à la hâte. Inhabituel pour Ryan, qui le laissait généralement intact quand il se levait avant moi. Les draps étaient différents de ceux que j'avais mis il y a 2 jours. Un autre détail qui m'avait échappé ce matin-là dans mon état vaseux. Dans la salle de bain, j'ai trouvé 2 verres usagés près de l'évier au lieu d'un. Un long cheveu blond coincé dans le drain de la douche qui n'était certainement pas le mien. L'odeur subtile d'un parfum inconnu flottant dans l'air. Toutes ces petites trahisons dans l'espace que j'avais considéré comme le plus intime et le plus sacré. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse pleinement traiter ce qui se passait. Mon estomac s'est soulevé et j'ai à peine eu le temps d'atteindre les toilettes avant de vomir le café que je venais de consommer. Écroulé sur le sol de la salle de bain par la suite, le carrelage froid contre mon visage, j'ai senti une crise de panique monter. Poitrine serrée, souffle court, vision en tunnel. Je n'en avais pas eu depuis des années, pas depuis les débuts stressants de ma carrière immobilière. D'une manière ou d'une autre, je me suis traîné jusqu'au lit, notre lit, la scène de la trahison, et je me suis recroquevillé en boule, essayant de réguler ma respiration alors que les larmes coulaient sur mon visage. Des minutes ou des heures ont passé, je ne saurais le dire, alors que je passais par l'incrédulité, la dévastation et enfin la rage. Comment osait-il? Comment osait-il violer ma maison, mon sanctuaire? Comment Ryan osait-il l'amener dans notre lit, l'endroit où nous avions partagé nos moments les plus intimes, nos espoirs, nos rêves et nos vulnérabilités? Quand j'ai enfin pu bouger à nouveau, je suis retourné à mon téléphone et j'ai fixé le post d'Amanda, qui avait déjà recueilli plusieurs j'aime et des commentaires de soutien de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles approuvaient réellement. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de commentaire alors que je débattais de mon prochain mouvement. Je pouvais confronter Ryan en privé à son retour. Je pouvais appeler Amanda et exiger une explication. Je pouvais continuer à prétendre que je ne savais rien, rassemblant plus de preuves avant de porter des accusations. Mais quelque chose s'était brisé en moi. La partie qui se souciait des apparences, de faire les choses de la bonne manière, de protéger la réputation de Ryan ou d'épargner ses sentiments. Pourquoi devrais-je être discrète sur leur trahison alors qu'ils avaient été si flagrants, si négligents, si irrespectueux? Avec des doigts étonnamment stables, j'ai tapé un commentaire. Belle vue, dis bonjour à mon mari. 6 mots, simples, directs, indéniables. J'ai cliqué sur publier avant de pouvoir douter de moi-même. La réponse a été immédiate.
Mon téléphone a commencé à vibrer de notifications, des amis communs exprimant leur choc, des voisins envoyant des messages privés pour me demander si j'allais bien, même quelques âmes courageuses taguant directement Ryan avec des points d'interrogation. En quelques minutes, Amanda a supprimé entièrement le post, mais des captures d'écran circulaient déjà. Le secret était dévoilé, exposé à la dure lumière du jugement public. Ryan a appelé quelques secondes après l'apparition de mon commentaire. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a rappelé encore et encore, laissant des messages de plus en plus frénétiques. Jules, ce n'est pas ce que tu crois, s'il te plaît, rappelle-moi. Juliana, nous devons parler, décroche le téléphone. Pour l'amour de Dieu, Jules, réponds à ton téléphone. Tu fais une scène pour rien. Rien. Il qualifiait son aventure dans notre lit, dans notre maison, de rien. J'ai éteint mon téléphone et j'ai attendu, sachant qu'il rentrerait bientôt. Effectivement, en 20 minutes, j'ai entendu sa voiture crisser dans l'allée, le claquement de la clé dans la serrure. Juliana, a-t-il crié d'en bas. Juliana, où es-tu? Je n'ai pas répondu, l'obligeant à fouiller la maison jusqu'à ce qu'il me trouve, assise calmement à notre coiffeuse dans la chambre, fixant mon reflet. Nos yeux se sont croisés dans le miroir et, un instant, je ne nous ai reconnus ni l'un ni l'autre. Jules, a dit Ryan, sa voix plus douce maintenant qu'il m'avait trouvé. C'est tout un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Je me suis tourné lentement de la coiffeuse, observant son apparence débraillée. Cheveux en désordre, polo de golf rentré à la hâte, visage rouge d'effort ou de culpabilité, ou les deux. Un malentendu, ai-je répété, ma voix étonnamment stable. S'il te plaît, explique comment ma voisine s'est retrouvée dans notre lit, prenant des photos matinales romantiques avec ta montre visible sur la table de chevet. Il s'est passé la main dans les cheveux, un geste que j'avais autrefois trouvé attachant mais que je lisais maintenant comme un calcul pour gagner du temps afin de construire un mensonge. Amanda et moi nous sommes croisés au petit déjeuner. Elle s'était enfermée dehors, alors je lui ai dit qu'elle pouvait attendre ici jusqu'à ce que sa sœur apporte le double des clés. Elle a demandé à s'allonger parce qu'elle avait mal à la tête. C'est tout. Et ta montre? Les draps différents? Les 2 verres dans la salle de bain? La douche qui a clairement été utilisée par 2 personnes ce matin. Tu es paranoïaque, tu vois des choses qui n'existent pas, son ton est passé de conciliant à irrité. C'est exactement pour ça que je passe tant de temps loin de la maison ces derniers temps. Tu transformes tout en drame. J'ai ri, le son cassant et inconnu, même à mes propres oreilles. Tu vas vraiment essayer ça? Me manipuler psychologiquement alors que j'ai des preuves photographiques et des dizaines de témoins qui ont vu son post? Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Par la fenêtre de la chambre, je pouvais voir Amanda debout sur notre porche, les bras enroulés autour d'elle comme pour se protéger. Timing parfait, ai-je dit en me levant. Voyons ce que ta petite amie a à dire. Je suis passé devant Ryan, qui m'a attrapé le bras. Jules, attends. Ne fais pas ça. J'ai secoué son emprise. Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit quand tu l'as amené dans notre lit. En bas, j'ai ouvert la porte pour trouver Amanda, à la fois défiante et terrifiée. Son maquillage soigneusement appliqué ne pouvait cacher ses yeux rougis ni la rougeur inégale de ses joues. Juliana, je suis tellement désolé, a-t-elle commencé, les mots se bousculant. Je n'ai jamais voulu que cela se produise, ni que tu le découvres de cette façon. S'il te plaît, entre, ai-je dit avec une politesse feinte. Nous discutions justement de tes talents sur les réseaux sociaux. Elle est entrée avec hésitation, tressaillant en voyant Ryan descendre les escaliers. Nous nous tenions tous les 3 dans l'entrée, un triangle grotesque de trahison et de confiance brisée. Depuis quand? Ai-je demandé en les regardant tour à tour. Aucun n'a répondu immédiatement. Ryan fixait le sol tandis qu'Amanda se mordait la lèvre. Depuis quand couches-tu avec mon mari? Ai-je exigé, ma voix s'élevant. Dans ma maison, dans mon lit? 6 mois, a finalement chuchoté Amanda. Depuis la fête d'Halloween des Henderson. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Pendant que je planifiais la célébration de notre anniversaire, que je m'inquiétais pour notre mariage, que je me blâmais pour la distance entre nous, ils avaient une liaison juste sous mon nez. Il m'a dit que vous étiez séparés, a poursuivi Amanda, les larmes coulant maintenant librement. Que vous restiez ensemble pour les apparences jusqu'à après son évaluation pour devenir associés. Il a dit que vous aviez un accord.
Je me suis tourné vers Ryan, qui ne voulait toujours pas croiser mon regard. Est-ce vrai? Lui as-tu dit que nous étions séparés? Pas exactement, a-t-il marmonné. J'ai dit que les choses n'allaient pas bien entre nous, que nous nous éloignions. Menteur. Le sang-froid d'Amanda a complètement volé en éclats. Tu as dit que vous dormiez dans des chambres séparées, que le mariage était terminé sauf sur le papier. Tu as dit que tu allais demander le divorce après que ta promotion soit passée le mois prochain. Les voisins qui s'étaient rassemblés sur le trottoir, attirés par l'agitation, avaient une place de choix pour assister à l'implosion spectaculaire de ce qu'ils avaient probablement considéré comme le mariage parfait. Une partie de moi était mortifiée par la nature publique de cette confrontation, mais une plus grande partie se fichait des apparences. Est-ce vrai? Ai-je demandé à Ryan. Envisageais-tu de divorcer? Il s'est redressé, quelque chose se durcissant dans son expression. Oui. Je suis malheureux depuis longtemps, Jules. Tu es tellement concentré sur ta carrière, sur cette maison, sur ce à quoi tout ressemble de l'extérieur. Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je voulais? Amanda me fait me sentir à nouveau vivant. Les mots ont frappé comme des coups physiques, mais j'ai refusé de montrer à quel point ils me blessaient. Donc, ta solution a été de tricher plutôt que de communiquer, de m'humilier devant tout notre cercle social, de violer notre maison. J'essayais de trouver le bon moment pour te le dire, a-t-il dit, ayant l'audace de paraître lésé. Je ne voulais pas te faire de mal. Un rire m'a échappé, dur et sans humour. Quelle délicatesse. Et je suppose que coucher avec notre voisine dans notre lit était aussi fait par souci pour mes sentiments. Alors que nous nous disputions, plus de détails ont émergé, chacun plus douloureux que le précédent. Le voyage à Chicago avait en effet été partagé, une escapade romantique financée en partie par notre conjoint. L'achat de bijoux mystérieux était un bracelet pour l'anniversaire d'Amanda. Ils se rencontraient régulièrement dans des hôtels, chez elle quand je montrais des propriétés, et occasionnellement, quand ils pensaient que j'étais en sécurité hors de la ville, dans notre propre maison. Je pense que vous devez partir tous les deux, ai-je finalement dit, épuisé émotionnellement. Maintenant. Jules, sois raisonnable, a commencé Ryan. C'est aussi ma maison. Nous devons en discuter rationnellement. Rationnellement? Ma voix s'est de nouveau élevée. Tu as une liaison avec notre voisine depuis 6 mois, Ryan. Tu l'as amenée dans notre lit. Tu m'as menti au visage d'innombrables fois. Tu m'as fait croire que j'étais folle de soupçonner quelque chose. Il n'y a rien de rationnel à discuter en ce moment. Où suis-je censé aller? A-t-il demandé. Je m'en fiche. Un hôtel. La maison de ta petite amie. Chez ta mère. N'importe où qui ne soit pas ici. Amanda s'était retirée vers la porte, clairement désireuse d'échapper à la situation qu'elle avait contribué à créer. Ryan, je pense que nous devrions y aller. Donnez un peu d'espace à Juliana. Ce n'est pas fini, Jules, a dit Ryan en attrapant ses clés sur la table du couloir. C'est aussi ma maison. Mon nom est sur l'hypothèque. Alors ton nom peut aussi être sur les papiers du divorce, ai-je répondu. Une certitude calme s'installant en moi. Je veux que tu sois parti quand je reviendrai. Revenir? Où vas-tu? Loin de toi. J'ai attrapé mon sac à main et je les ai bousculés tous les deux, la tête haute, en traversant la foule de voisins qui ont rapidement fait semblant de ne pas avoir regardé avec attention. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, sans destination en tête, ayant juste besoin de distance par rapport aux ruines fumantes de mon mariage. En conduisant sans but à travers la ville, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de textos et d'appels, de Ryan, d'amis inquiets, de ma sœur. Je les ai tous ignorés, ayant besoin de temps pour traiter ce qui s'était passé et ce qui allait suivre. Au moment où je me suis enregistré dans un hôtel ce soir-là, une chose était devenue limpide, je ne serais pas la victime dans cette histoire. Ryan et Amanda m'avaient sous-estimé, supposant que je m'effondrerais sous le poids de leur trahison. Ils n'avaient aucune idée de la force que je pouvais avoir quand on me poussait à bout. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était juste le début d'un nouveau chapitre où je reprendrais mon pouvoir et reconstruirais ma vie selon mes propres termes. Les jours qui ont suivi la confrontation sont passés dans un flou d'actions pratiques et d'engourdissement émotionnel. Je me suis installé dans un hôtel de luxe du centre-ville, utilisant la carte de crédit que Ryan ne connaissait pas, celle que je gardais pour les urgences professionnelles. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant qu'il cachait une liaison, j'avais caché une indépendance financière.
La différence, c'est que mon secret n'avait détruit la vie de personne. Mon premier appel, une fois que je me suis senti assez stable pour parler sans m'effondrer, a été pour un avocat spécialisé en divorce. Pas n'importe quel avocat, mais Catherine Winters, connue dans tout Denver comme la meilleure dans le domaine. Sa réputation de défenseur acharné et d'approche pragmatique des divorces conflictuels la rendait chère, et elle valait chaque centime. J'ai besoin du premier rendez-vous disponible, ai-je dit à sa réceptionniste, ma voix stable malgré le chaos en moi. C'est urgent. 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau élégant de Catherine, racontant les événements des 6 derniers mois, culminant avec le post Instagram et la confrontation publique. Elle a écouté sans interruption, prenant des notes occasionnelles, son expression ne trahissant rien. « Avez-vous des copies de la photo et de vos dossiers financiers ?» a-t-elle demandé quand j'ai fini. Je lui ai tendu mon téléphone avec la capture d'écran et l'accès à notre banque en ligne. J'ai été le principal soutien de famille ces 3 dernières années, ai-je expliqué. Mon entreprise immobilière a décollé alors que Ryan travaillait encore pour devenir associé. Notre maison est à nos 2 noms, mais j'ai versé la compte avec l'argent que j'ai hérité de ma grand-mère. Catherine a hoché la tête, examinant les informations. Le Colorado est un État à répartition équitable, pas un État de communauté de biens. Cela signifie que les actifs sont divisés équitablement, pas nécessairement à parts égales. Étant donné les circonstances, en particulier l'infidélité survenue dans le domicile conjugal, nous avons de bonnes raisons de plaider pour un règlement favorable. Au cours de la semaine suivante, j'ai travaillé méthodiquement avec Catherine pour tout documenter. Nous avons rassemblé les dossiers financiers, les évaluations immobilières et les preuves de l'infidélité de Ryan. J'ai appris qu'il avait ouvert un compte bancaire séparé il y a 6 mois, exactement au début de la liaison, et y avait détourné de l'argent, se préparant au divorce qu'il prévoyait de m'annoncer après avoir obtenu son association. Cela joue en notre faveur, a expliqué Catherine. Cela démontre une préméditation et une tromperie financière. Pendant ce temps, Ryan oscillait entre le remords et l'hostilité. Ses messages textes allaient de supplications désespérées de réconciliation à des accusations de colère selon lesquelles je surréagissais. Nous pouvons surmonter ça, a-t-il écrit un matin. Les couples survivent aux liaisons tout le temps. Nous avons trop d'histoires pour tout jeter. Puis, des heures plus tard, tu es ridicule et vindicative. Amanda ne signifie rien pour moi. Ce n'était que du sexe. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, suivant le conseil de Catherine de limiter la communication aux emails et uniquement pour les questions pratiques. Cela l'a clairement frustrée, car le ton de ses textos est devenu de plus en plus agité. Amanda, de son côté, a tenté de limiter les dégâts dans le quartier en prétendant avoir été manipulée et trompée. Selon des amis qui me tenaient encore informé, elle disait à qui voulait bien l'entendre que Ryan l'avait convaincu que son mariage était terminé sauf sur le papier. Elle joue la victime, m'a dit ma voisine Suzanne lors d'un déjeuner de soutien. Mais personne n'y croit. Nous l'avons tous vu être si amical avec toi tout en couchant avec Ryan dans ton dos. L'hypocrisie est stupéfiante. 10 jours après avoir découvert la liaison, je suis retourné à la maison pendant que Ryan était au travail pour récupérer d'autres affaires. J'avais pris rendez-vous avec un serrurier pour changer les serrures. Une mesure que Catherine m'a assuré être légalement défendable étant donné les circonstances. Traverser ce qui avait été autrefois la maison de mes rêves était surréaliste. Tout semblait identique. Les meubles que nous avions choisis ensemble, les photos de temps plus heureux, les petites touches décoratives qui avaient fait de cette maison la nôtre. Pourtant, tout avait changé, souillé par la trahison et les mensonges. Dans notre chambre, un espace où je ne pouvais plus entrer sans les visualiser ensemble, j'ai efficacement emballé des vêtements et des objets personnels. Les rideaux sur mesure qui avaient exposé l'affaire avaient déjà été enlevés, la tringle nue au-dessus des fenêtres. Dans le placard, j'ai découvert une petite boîte en velours cachée dans le tiroir à chaussettes de Ryan, contenant un collier en diamant que je n'avais jamais vu, clairement destiné à Amanda. Je l'ai photographié comme preuve et l'ai laissé où je l'ai trouvé. Quand j'ai eu ce dont j'avais besoin, j'ai laissé une lettre officielle rédigée par Catherine sur le comptoir de la cuisine. Elle décrivait les conditions dans lesquelles Ryan pouvait accéder à la maison jusqu'à notre date d'audience et précisait que toute tentative de retirer des actifs ou des objets de valeur serait accueillie par une action en justice immédiate. Alors que le serrurier terminait son travail, je me suis tenu sur le porche, regardant la maison qui avait représenté tous mes rêves. J'avais pensé que c'était ma maison pour toujours, l'endroit où nous élèverions des enfants et vieillirions ensemble. Maintenant, ce n'était qu'une structure remplie de souvenirs douloureux,
une que je vendrai probablement dans le cadre du règlement du divorce. C'est fait, madame, a dit le serrurier en me tendant les nouvelles clés. Vous avez besoin d'autre chose? J'ai secoué la tête, surprise par le manque d'émotion que je ressentais. L'engourdissement laissait place à autre chose, pas de la tristesse ni de la colère, mais de la résolution. Je reprenais le contrôle, une étape à la fois. Ce soir-là, j'ai reçu un appel furieux de Ryan après qu'il ait découvert qu'il ne pouvait pas entrer dans la maison. « Tu ne peux pas m'enfermer hors de ma propre maison », a-t-il crié quand j'ai répondu. « C'est illégal. »« Vérifie tes emails », ai-je répondu calmement. « Mon avocat a pris des dispositions pour que tu puisses récupérer des objets essentiels demain à 14 heures. Je ne serai pas présente. Un représentant de son cabinet supervisera pour s'assurer que rien de propriété commune n'est retiré. Tu as perdu la tête, Jules. Ce n'est pas toi. Tu as raison. Ce n'est pas le moi que tu connaissais. Cette femme te faisait confiance et aurait tout fait pour préserver votre mariage. C'est le moi qui connaît sa valeur et n'acceptera pas la trahison. J'ai raccroché alors qu'il criait encore, j'ai bloqué son numéro et j'ai envoyé un email à Catherine pour l'informer qu'il avait été informé des arrangements de demain. Le coup suivant de Ryan était prévisible. Il est allé chercher du soutien et un endroit où rester chez Amanda. Selon les rumeurs du quartier, elle l'a d'abord accueilli mais a commencé à avoir des doutes lorsque la réalité s'est installée. La fantaisie de leur liaison était une chose. Gérer un homme bientôt divorcé avec des problèmes juridiques croissants en était une autre. Pendant que Ryan se débattait pour retrouver ses marques, j'ai rencontré mon comptable pour protéger mes actifs professionnels et j'ai consulté un thérapeute spécialisé dans le traumatisme de la trahison. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant les années où j'essayais d'être l'épouse parfaite. J'ai commencé à regarder des appartements en centre-ville, imaginant un nouveau départ dans un espace qui n'avait jamais été touché par la tromperie de Ryan. 3 semaines après la découverte, j'ai fait face à Ryan de l'autre côté d'une table de conférence pour notre première séance de médiation. Il avait l'air terrible, mal rasé, avec des cernes sous les yeux et un costume qui flottait sur lui. Une petite partie de moi était satisfaite de le voir souffrir, mais la plupart du temps, je ne ressentais rien au-delà d'un intérêt clinique à atteindre un règlement favorable. Avant de commencer, a dit Ryan, la voix rauque. Je veux dire que je suis désolé, Jules. Je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. Monsieur Turner, est intervenue Catherine avant que je puisse répondre. Cette session est pour négocier des termes, pas des excuses. Si vous souhaitez exprimer des remords, vous pouvez le faire en acceptant une division équitable des actifs sans traîner ma cliente dans une longue bataille judiciaire. L'avocat de Ryan, un collègue de son cabinet qui était clairement mal à l'aise avec la situation, s'est éclairci la gorge. Nous sommes prêts à être raisonnables. Ryan reconnaît son indiscrétion et veut rendre cela aussi indolore que possible. Le sourire de Catherine était aussi tranchant qu'un rasoir. Excellent. Commençons alors par la maison. Ma cliente a fourni la compte de son héritage personnel et a été le principal contributeur aux paiements hypothécaires ces 3 dernières années. Nous proposons qu'elle conserve la pleine propriété en rachetant la modeste part de Monsieur Turner. Au fur et à mesure des négociations, il est devenu clair que Ryan n'avait pas anticipé mon niveau de préparation ou de détermination. Il avait supposé que je serais trop émotive, trop désespérée de préserver quelque chose de notre relation pour me battre efficacement pour ce qui était à moi. Sa sous-estimation de moi est devenue sa plus grande erreur de calcul. À la fin de cette première session, nous avions esquissé des termes qui formeraient la base de notre accord de divorce, des termes qui me favorisaient largement tout en donnant à Ryan juste assez pour sauver la face. Alors que nous nous préparions à partir, il a tenté une fois de plus de me parler en privé. « Jules, s'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé, pour la première fois depuis la découverte de sa trahison. Cet homme avait été mon partenaire, mon meilleur ami, mon avenir. Maintenant, il n'était plus que quelqu'un qui avait choisi de jeter tout ça pour un frisson bon marché avec la voisine. Il n'y a plus rien à dire, Ryan. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. Maintenant, nous devons tous les deux vivre avec. En m'éloignant, la tête haute et le pas assuré, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas la clôture, qui viendrait plus tard, mais les premières vrilles fragiles de la liberté. En essayant de me détruire, Ryan et Amanda m'avaient plutôt libéré d'un mariage qui avait déjà été vidé de sa substance par les mensonges. La route à venir serait difficile, mais pour la première fois depuis que j'avais vu ces rideaux sur la photo d'Amanda,
j'étais certaine que je ne survivrais pas seulement à cette trahison. J'allais prospérer malgré elle. 6 mois après avoir découvert la liaison de Ryan avec Amanda, j'étais assise dans mon nouvel appartement du centre-ville, regardant le soleil se coucher sur les toits de Denver à travers des baies vitrées. L'espace était entièrement le mien, moderne, minimaliste, sans un seul objet qui me rappelait mon ancienne vie. Pas de rideaux sur mesure, pas de photos de famille, pas de meubles choisis pour plaire au goût de quelqu'un d'autre. Tout ici ne reflétait que mes choix, mes préférences, ma vision pour ce prochain chapitre. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt, les termes étant largement ceux que Catherine et moi avions esquissés lors de cette première séance de médiation. J'ai gardé entièrement mon entreprise, j'ai reçu une division favorable de nos actifs communs et j'ai vendu la maison, aucun de nous ne voulant rester dans cet espace si souillé par la trahison. Ryan ne s'est pas battu aussi fort qu'il aurait pu, sa position étant affaiblie par la culpabilité et les dommages causés à sa réputation professionnelle lorsque les circonstances de notre divorce ont été connues dans son cabinet. La promotion d'associé pour laquelle il travaillait a été mise en attente indéfiniment. Plusieurs associés principaux avaient des épouses qui étaient amies avec moi par le biais de divers comités de charité, et ils voyaient d'un mauvais œil un collaborateur qui avait une liaison avec une voisine dans le domicile conjugal. Les cabinets d'avocats d'affaires, malgré leur réputation impitoyable, sont étonnamment traditionnels en matière de conduite personnelle. Quant à Amanda, elle a déménagé 2 mois après l'éclatement du scandale, incapable de supporter les regards froids et les commentaires chuchotés des voisins qui l'avaient autrefois accueillie. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle avait déménagé à Phoenix, recommençant là où son histoire n'était pas connue de tous. Ryan a emménagé dans un petit appartement près de son bureau, essayant toujours de reconstruire sa situation professionnelle et sa vie personnelle. Leur relation a implosé de façon spectaculaire quelques semaines après avoir été exposée. Sans le frisson du secret, l'excitation des rendez-vous interdits dans mon lit, ce qui restait étaient 2 personnes égoïstes qui s'étaient liées par la trahison plutôt que par une véritable connexion. Selon des amis communs, la fin est arrivée après une violente dispute dans un restaurant où ils se sont mutuellement accusés d'avoir ruiné leur vie. Je n'ai pris aucun plaisir à leur misère, du moins plus maintenant. La satisfaction vindicative initiale s'était estompée alors que je me concentrais sur la reconstruction de ma propre vie plutôt que sur la surveillance de l'effondrement de la leur. Le processus de guérison n'a pas été facile ni linéaire. Il y a eu des jours où le chagrin m'a prise par surprise à des moments inattendus, en sentant le parfum de Ryan sur un étranger, en passant devant notre ancienne maison, en trouvant une vieille carte d'anniversaire en déballant mes cartons. Il y a eu des nuits où la colère m'a tenu éveillé, répétant toutes les choses que j'aurais aimé dire lors de la confrontation. Il y a eu des moments de doute, me demandant si je pourrais jamais faire confiance à nouveau, si les 8 ans de mariage avaient été entièrement un mensonge. La thérapie a énormément aidé. Ma conseillère, le docteur Martinez, était spécialisée dans le traumatisme de la trahison et m'a guidé à travers les étapes de la guérison. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je vivais était normal, que le montagne russe d'émotions n'était pas un signe de faiblesse mais le traitement d'une douleur profonde. La confiance la plus difficile à reconstruire, m'a-t-elle dit lors d'une séance particulièrement difficile, est la confiance en soi. Vous remettez en question votre propre jugement parce que vous n'avez pas vu la liaison plus tôt. Mais Ryan vous a délibérément trompé et Amanda a cultivé une amitié avec vous tout en vous trahissant. Leurs actions reflètent leur caractère, pas votre perspicacité. Renouer avec des amis s'est avéré être une autre partie essentielle de la guérison. J'avais négligé de nombreuses relations en essayant de réparer mon mariage défaillant, me retirant des cercles sociaux alors que le comportement de Ryan devenait plus suspect. Maintenant, j'ai contacté de vieux amis qui m'ont accueilli à bras ouverts et sans jugement. Ma sœur Lorraine, qui avait initialement rejeté mes inquiétudes concernant Ryan, est devenue mon plus fervent soutien. Elle est restée avec moi pendant la période qui a suivi, a assisté aux réunions juridiques pour un soutien moral, et m'a aidé à trouver et à meubler mon nouvel appartement. J'aurais dû t'écouter, a-t-elle dit un soir alors que nous partagions du vin sur mon nouveau balcon. Je suis tellement désolé de t'avoir fait douter de toi-même. Tu ne pouvais pas savoir, l'ai-je assuré. Ryan a trompé tout le monde, pas seulement moi. Mon entreprise immobilière a prospéré malgré, ou peut-être à cause de, la tourmente personnelle. Je me suis plongé dans le travail, canalisant mon énergie pour aider les clients à trouver des maisons où ils pourraient construire des vies honnêtes. Mon histoire personnelle, bien que je ne la partage pas avec les clients, m'a donné une nouvelle empathie pour les personnes traversant des transitions de vie majeures. En juin, j'ai été nommé agent de l'année par mon cabinet, établissant un record de volume de vente sur une période de 6 mois. Debout sur scène pour accepter le prix,
j'ai aperçu mon reflet dans la plaque de verre du trophée, confiante, posée, réussissant selon mes propres termes. C'était bien loin de la femme brisée qui s'était recroquevillée sur un lit d'hôtel 6 mois plus tôt, se demandant si elle se sentirait un jour à nouveau entière. Les rencontres sont restées une frontière que j'ai approchée avec prudence. Il y a eu quelques rendez-vous pour un café, un dîner prometteur avec un ami médecin de Lorraine, mais je ne me suis pas précipité dans une autre relation. Le docteur Martinez m'a assuré que c'était sain, que j'avais besoin de temps pour redécouvrir qui j'étais en tant qu'individu avant de pouvoir être la partenaire de quelqu'un d'autre. La bonne relation améliorera votre vie, elle ne la complétera pas, m'a-t-elle rappelé. Vous êtes déjà complète. Au fil des mois, j'ai développé une nouvelle perspective sur ce qui s'était passé. La liaison, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait libéré d'un mariage qui était déjà compromis. Ryan avait de toute façon l'intention de me quitter, n'attendant que l'avancement professionnel qui faciliterait la transition pour lui. Si la liaison était restée secrète, j'aurais peut-être fait face à une trahison encore plus calculée plus tard. Le post Instagram avec ses rideaux familiers avait été un cadeau empoisonné, arrachant le pansement d'un seul coup atroce plutôt que le décollement lent et douloureux qui serait venu avec l'éventuelle confession de Ryan. Cela m'a permis d'agir de manière décisive plutôt que d'être passive, de prendre le contrôle du récit plutôt que de devenir une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce soir, alors que je regardais les lumières de la ville s'animer contre le ciel qui s'assombrissait, mon téléphone a vibré avec un texto de Lorraine, « Je pense à toi aujourd'hui, fier du chemin que tu as parcouru. Dîner demain. » J'ai souri et j'ai répondu par l'affirmative, reconnaissante du rappel du système de soutien qui m'avait aidé à traverser la tempête. Puis je me suis dirigé vers mon bureau, où des papiers pour une nouvelle annonce immobilière attendaient mon attention. Ma vie continuait de se dérouler selon mes termes, chaque jour un pas de plus loin de la trahison et plus près de ce qui m'attendait dans ce prochain chapitre. Les rideaux de ma nouvelle chambre étaient en lin blanc simple, rien de sur mesure, rien d'assez distinctif pour être reconnu sur une photo. Mais ils laissaient entrer magnifiquement le soleil du matin, illuminant un espace qui était entièrement le mien, non violé par la tromperie. Chaque matin, il me rappelait que j'avais survécu à la pire sorte de trahison et que j'en étais sorti plus forte, plus sage et finalement plus libre qu'auparavant. Le paradis, j'avais appris, ce n'était pas de se réveiller à côté de quelqu'un qui vous mentirait en face tout en couchant avec votre voisine. C'était de se réveiller à une vie d'authenticité, entourée de relations sincères et de la connaissance que vous êtes suffisante par vous-même. C'était de reconnaître les schémas toxiques avant qu'ils ne vous détruisent et d'avoir le courage de partir avec sa dignité intacte. Ryan et Amanda avaient cherché le paradis dans la tromperie et n'avaient trouvé que la coquille vide d'une connexion construite sur des mensonges. J'avais perdu ce que je pensais être le paradis pour découvrir quelque chose de plus précieux, le fondement inébranlable du respect de soi et la liberté de construire une vie qui n'avait besoin d'aucune tromperie pour se maintenir. En fermant mes dossiers de travail et en me préparant pour le lit, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre, une femme transformée non seulement par la douleur, mais par la force découverte en y survivant. Les rideaux derrière moi encadraient non seulement une chambre, mais un avenir entièrement de ma propre conception. Avez-vous déjà eu ce moment de clarté soudaine où quelque chose de petit, comme reconnaître une paire de rideaux, change complètement le cours de votre vie? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si mon parcours a résonné en vous, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vécues, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il y a de la force de l'autre côté de la trahison. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, parfois les révélations les plus douloureuses mènent au plus beau commencement.